Perdu dans l'immensité de notre monde et depuis 3 décennies, le plus grand pays d'Afrique semble être à l'écart du monde. Replié sur lui-même, miné par ses problèmes internes et éloigné des grands enjeux géopolitiques. El Jazeera, l'Algérie. Des centaines, des milliers d'Algériens. Et pourtant, le peuple algérien est bien vivant, comme l'a montré avec éclat le Hirak, ce mouvement massif de contestation pacifique qui a forcé au départ le président Bouteflika, très gravement malade, et son clan, après 20 ans de pouvoir sans partage. Cette ébullition surprend et inquiète les capitales occidentales. Pour elles, c'est la stabilité du régime algérien qui prime. La situation régionale est préoccupante avec la multiplication des menaces et des tensions aux frontières de l'Algérie. À l'ouest, le conflit du Sahara occidental empoisonne les relations avec le Maroc. Au sud, les groupes armés djihadistes constituent une menace directe pour ses installations pétrolières et gazières. À l'est, alors que la Tunisie poursuit sa transition démocratique depuis le début des révolutions arabes, la Libye se disloque, déchirée par une guerre civile. Observez ce qu'a été la politique étrangère algérienne depuis les années noires du terrorisme jusqu'à la chute du président Bouteflika, en passant par le 11 septembre et les révolutions arabes, c'est comprendre ce qu'a été la stratégie des puissances occidentales vis-à-vis de l'Algérie et des pays du Sud. Des positions prises dans une contradiction toujours d'actualité. S'ingérer dans les affaires intérieures au nom de la démocratie et de valeurs universelles, et en même temps œuvrer à la sauvegarde de leurs intérêts économiques et sécuritaires. Une contradiction qui éclate au grand jour lorsque, dans les années 90, après 30 années de parti unique, l'Algérie entame son ouverture démocratique qui mène les islamistes aux portes du pouvoir. L'armée intervient et interrompt le processus électoral. Le pays sombre dans le chaos et plonge alors dans plus d'une décennie de violence, de terrorisme et d'isolement international. On a survécu. On a organisé une élection qui a mal tourné et qui finalement au lieu de régler des problèmes, a créé des problèmes énormes qui nous ont valu 10 ans de malheur et, je ne sais pas, 100 000, 150 000, 80 000, 200 000 morts et les destructions qu'il y a eu. La période de la crise politique et sécuritaire est incontestablement la période la plus difficile pour la diplomatie algérienne. Les Occidentaux avaient un rapport tout à fait manichéen avec cette histoire du terrorisme qu'ils confondaient avec l'islam. Il était difficile à l'époque d'expliquer à la communauté internationale que l'islam n'était pas responsable de l'usage qui en est fait. Il était difficile d'expliquer aussi aux étrangers que la violence terroriste n'était pas nourrie uniquement par une frustration à caractère électoral, mais également par des réseaux internationaux. Il était difficile d'expliquer aux étrangers à l'époque que le terrorisme était un phénomène transfrontalier et qui n'était pas né en Algérie, que l'Algérie subissait les conséquences du tout. Elle n'était pas pourvoyeuse. Nous, on s'était engagés dans une double action. Lutter contre le terrorisme, mais en même temps reconstruire l'État. J'ai assisté à beaucoup d'entretiens avec les envoyés américains qui sont carrément venus nous dire le pays n'est pas mûr pour la démocratie. L'objectif actuel, c'est la sécurité. La sécurité. Et la sécurité passe par une négociation entre l'armée et les islamistes. Presque toutes les puissances occidentales pensaient que le pouvoir algérien n'allait pas tenir plus de 6 ou 8 mois. Ils nous l'avaient fait même savoir. C'est très très difficile quand une grande puissance vous fait savoir qu'elle ne compte pas beaucoup sur votre durabilité.
Au fond, moi, je ne me porte pas en juge de ce qui se passe en Algérie. Je dis seulement que ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu devra l'être. Et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire, qui passe forcément par des élections libres. Chaque fois que la France, quelles que soient les personnalités qui s'expriment, parle de l'Algérie ou donne des conseils à l'Algérie ou exprime des positions sur l'Algérie, la réponse, et pas simplement des autorités algériennes, c'est de dire, écoutez, vous êtes l'ancienne puissance coloniale qui pendant tant de décennies, nous a mis dans la situation de dépendance. S'il vous plaît, mêlez-vous de vos affaires. Nous avons payé le prix de la colonisation. L'ingérence, c'est le premier pas vers la colonisation. C'est le premier pas vers la domination. Il y avait une telle pression extérieure, n'est-ce pas, pour nous imposer une sortie de crise conforme à ce qui se faisait à l'époque. Il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'internationalisation de la situation en Algérie, y compris aux Nations Unies. Je crois que nous avons toujours été extrêmement pointilleux. Non-intervention dans les affaires des autres et refus de l'intervention de qui que ce soit dans nos affaires. Souvent, quand vous traitez avec les puissances occidentales, ils mettent en avant les droits de l'homme, qui ne s'accommodent pas facilement de la question de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Vous savez, l'histoire de qui tue qui a été remarquée aux Nations Unies. Et les ONG qui disaient que c'est l'armée algérienne qui tue ses propres populations se sont fait entendre. Il y a eu, je pense, un véritable embargo qui ne disait pas son nom concernant l'acquisition des armes. Il a fallu passer par, si vous voulez, des fournisseurs, si vous voulez, d'armes, au lieu de s'adresser directement à des États. Ah, on se sentait seul. Ceci nous a donné une certaine force de lutte au niveau des Nations Unies, etc., en disant carrément, je le dis d'une façon populaire, tant que vous ne condamnez pas le terrorisme, tant que vous ne reconnaissez pas que l'Algérie est victime d'une tentative de destruction de l'État national républicain, je ne parle pas avec vous. L'armée algérienne s'est repliée sur elle-même. Elle avait, à l'époque, elle ne communiquait pas. La première communication, si vous voulez, officielle, ça a été la réception du panel onusien. J'étais commandant du secteur opérationnel d'Alger. Je devais leur expliquer le déroulement de 2 massacres. Pour nous, c'était une occasion magnifique. Déjà, la première chose, c'était expliquer que le terrorisme n'avait pas commencé avec l'arrêt du processus électoral, mais le terrorisme avait commencé bien avant. Et ils ont fait un long rapport, plutôt compréhensif envers l'Algérie au sujet de ce qui s'est passé. Ça a calmé un petit peu, si vous voulez, en tous les cas, les Nations Unies. Le corps diplomatique a tenu et l'armée a tenu. Et je pense, avec bien sûr le soutien populaire, c'est ce qui a sauvé la République à l'époque. L'Algérie n'a pas disparu. Mais c'est vrai que le terrorisme, les islamistes qui ont fait tellement de mal ont faibli déjà avant l'arrivée de Bouteflika. Et puis avec l'élection de Bouteflika, qui n'a jamais cessé d'être le grand ministre des Affaires étrangères qu'il a été, il a tout de suite repris les activités de l'Algérie en Afrique et dans le monde arabe. En 1999, alors que les maquis islamistes sont quasiment vaincus, un clan de l'armée estime que Bouteflika, figure emblématique de la diplomatie algérienne dans les années 70,
et le seul à pouvoir redonner sa place à l'Algérie sur la scène internationale. 99, nouveau président arrive. Là, je vous dirais que moi, j'étais stagiaire au ministère des Affaires étrangères quand il était déjà ministre. Hein. C'était un monstre diplomatique. Abdelaziz Bouteflika fut le fringant ministre des Affaires étrangères du président Houari Boumedienne. Il est à la tête d'une diplomatie tiers-mondiste, engagée au service des luttes d'indépendance. La diplomatie algérienne paraissait brillante. C'est tout simplement parce qu'elle reflétait la situation d'un pays qui se développait avec ses tares, ses difficultés et ses succès. Et puis, dès la mort de... Et c'est là qu'il y a un tournant. Dès la mort de Boumedienne, on est rentré dans une phase descendante. Le régime de Boumedienne, je le définirais comme étant un régime autoritaire, ou si on veut totalitaire, mais transparent, si vous voulez. Transparent, c'est-à-dire que Boumedienne n'a jamais dit aux Algériens « je vous apporte la démocratie ». Au contraire, il a pris le pouvoir en destituant un chef d'État, en le mettant en prison, en dissolvant l'Assemblée nationale, en gelant la Constitution et en se nommant. Une fois Boumedienne disparu, on a basculé dans un système encore plus autoritaire, si possible, mais opaque. Bouteflika se voit comme le successeur désigné. L'armée et le FLN en décident autrement. C'est le début d'une longue disgrâce qui le poussera à l'exil. L'armée l'avait récusé et avait préféré choisir l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, en l'occurrence Cheddi Ibn Jdid. Il en voulait aussi au parti, puisque le parti à l'époque, FLN, l'avait exclu de ses rangs, il lui avait même demandé des comptes. Et donc, quand il est revenu, on savait pertinemment que, connaissant le bonhomme, qu'il était venu pour prendre sa revanche. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir, pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans. Bouteflika lui-même dit qu'il a passé 20 ans à l'extérieur en exil. Mais pendant ces 20 ans, et même plus, l'armée s'est structurée, les services se sont ramifiés, etc. Par sédimentation, ça donne une véritable machine contre laquelle un homme aux mains nues ne peut absolument rien du tout. Et donc, enlevez-vous de l'idée que, simplement, revenons au bon sens. C'est moi qui vous désigne. Qui est le chef? Celui qui est désigné ou celui qui désigne? Que l'ANP se soit immiscée des problèmes politiques et autres du pays, je le dis oui. Nous avons dit aussi que nous avons vaincu le terrorisme, même s'il continue à tuer de nos citoyens. Mais le terrorisme est vaincu. Par contre, l'intégrisme est intact. C'est une lutte d'abord à caractère politique, à caractère économique. Celle-là, malheureusement, elle n'a pas encore atteint ses objectifs. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a toujours refusé Bouteflika comme président. Dès le début, il n'était pas d'accord pour qu'on le ramène. Et il avait carrément dit, c'est un homme auquel l'Algérie avait fait appel en 1994. En 1994, voyant la situation dans laquelle se trouvait le pays, il a fui. Je ne vois pas pourquoi on le ramènerait au moment où on avait liquidé le terrorisme du point de vue militaire et au moment où il avait une embellie financière. Qui l'a ramené? C'est une frange de l'armée? L'ex-général Larbi Belkhir avec Toufiq. C'est eux qui l'ont imposé. Le président Bouteflika succède au général Zarouel. Pour lisser l'image du régime,
Il prend soin de normaliser les relations avec l'étranger. Quand Bouteflika est devenu président, il a pris l'engagement de faire en sorte que l'Algérie retrouve son rang sur la scène internationale. Dans son interaction avec les chefs d'État, il expliquait quelle était l'évolution politique en Algérie, là, que le terrorisme était en voie d'être vaincu et quelle politique il entendait mettre en œuvre pour réconcilier les Algériens. Le président algérien a un carnet d'adresses. Il sait jouer de son réseau et considère qu'il est l'unique patron de la diplomatie algérienne. Sur la scène internationale, le nouveau président se présente comme l'homme de la paix et du changement. C'est lui qui solde les années noires et impose aux Algériens une loi de concorde civile. Un couvercle de fonte est posé sur leur douleur. Venir dire aux Algériens, c'est moi qui vous ai ramené la paix, ça veut dire faire abstraction de toutes des dizaines de milliers de personnes qui sont nées, qui sont mortes, civils et militaires, dizaines de milliers de personnes. Quelqu'un qui a vu des membres de sa famille se faire liquider ne peut pas pardonner. Il aurait fallu que la justice rentre. Il fallait faire intervenir la justice. Il fallait que la justice, si vous voulez, tranche. Ça n'est pas une décision politique. C'est un cas unique dans les questions de réconciliation dans le monde, du Guatemala au Pérou, en passant par l'Afrique du Sud, au Rwanda. Les expériences de réconciliation passent par le jugement des coupables. C'est ça la thérapie des victimes. Il fallait tout simplement dire aux Algériens, vous avez battu le terrorisme, vous avez vaincu le terrorisme, vous êtes les héros. Remettre le peuple au centre. À mon sens, c'est la deuxième confiscation après celle de l'indépendance, celle de 62. Il était porteur d'une volonté très forte de réussir à convaincre la communauté internationale que l'isolement était terminé et que l'Algérie était de retour. Relance des relations avec la France, avec le Maroc. Il a repris les relations diplomatiques avec l'Iran très rapidement, avec le Soudan également. Le Soudan, nous avons rompu nos relations diplomatiques lorsque nous avons vu qu'à l'académie militaire soudanaise, il y avait des groupes du GIA qui se préparaient pour l'Algérie future, n'est-ce pas? Et donc, il a commencé à reprendre les relations diplomatiques avec tout le monde, à normaliser les relations avec les pays avec lesquels on avait des problèmes. Très vite, Bouteflika cherche à normaliser les relations avec le Maroc. Pour montrer sa bonne volonté, il assiste aux obsèques du roi Hassan II. En marge des funérailles, il serre la main du premier ministre israélien, Ehud Barak. Geste symbolique en direction de Paris et Washington. Vous êtes vraiment décidé à faire la paix? Oui, c'est notre intérêt. Vous donnerez aux Arabes le même sentiment que Rabin? Oui. Hein? Oui, Oui, nous sommes déterminés à renforcer la sécurité d'Israël et à mettre un terme au conflit. Bon, l'Algérie n'est pas un pays qui est prêt à faire la paix avec Israël et donc à se donner ce poids positif. Il ne joue pas le rôle négatif d'un pays paria non plus. Bouteflika, c'est un diplomate chevronné, c'est quelqu'un qui était diplomate avant de devenir président. Il connaissait très bien ses dossiers, il savait très bien
il connaissait tous les rouages et de la région et au niveau global. Donc il y avait cet intérêt suscité par sa personne, mais je pense que l'Algérie a été vue pendant la période où je m'en suis préoccupé en tant qu'officiel. C'était toujours un intérêt un peu dérivé de notre intérêt sur le dossier israélo-palestinien, dérivé de notre intérêt sur l'Union maghrébine, dérivé de notre intérêt est-ce qu'on peut résoudre la question du Sahara occidental, qui a également pris pas mal de notre temps dans les années 90. Le Sahara occidental est une question dans laquelle les États-Unis ne veulent pas s'impliquer fortement. Car s'impliquer fortement, cela veut dire choisir un camp. Et comme nous entretenons de bonnes relations avec l'Algérie et de bonnes relations avec le Maroc, ça nous arrange de laisser l'ONU s'en occuper. Ce qui est dommage, d'une certaine façon. Car comment expliquer qu'il n'y ait aucune avancée dans ce dossier depuis 1975 ? C'est l'intérêt de tous d'avoir des conflits gelés. Ça entretient la flamme de la résistance ici ou le Grand Maroc ailleurs. Et on vit assez bien avec un conflit gelé. Et on ne va pas jusqu'au bout de son règlement. Et ça nuit, et ça c'est peut-être le problème le plus important pour le Maghreb, comment deux grands pays comme l'Algérie et le Maroc en sont encore là, à ne pas pouvoir envisager des politiques communes. Mais tant que ce problème demeurera, on sait que ça a cette conséquence. Sans n'eût été l'appui inconditionnel, permanent, aveugle de la France au Maroc, la question du Sahara occidental aurait trouvé son dénouement depuis très longtemps. La seule façon d'avancer, ce serait que la communauté internationale s'intéresse davantage à cette question, à savoir essentiellement le Conseil de sécurité et, plus particulièrement, le prétendu groupe des amis du Sahara occidental, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Espagne et Russie. Mais il semble peu probable qu'il se passe quoi que ce soit, car il n'y a aucune unanimité entre ces acteurs sur l'action à mener. La politique étrangère, c'est toujours une question de priorité. Priorités qui peuvent être correctes ou incorrectes, mais c'est une question de priorité. Et pour les États-Unis, il y a toujours eu des problèmes centraux plus importants que la question de l'Afrique du Nord, du Maghreb en général. C'est évidemment le conflit israélo-arabe et les relations privilégiées avec Israël d'un côté. De l'autre côté, c'est le libre accès au pétrole. Et évidemment, depuis le 11 septembre en particulier, la lutte contre le terrorisme. Les priorités des pays occidentaux changent. L'expertise algérienne sur le terrorisme remet sa diplomatie au centre du jeu. Quelques jours après le 11 septembre, j'ai eu la chance d'être le premier à intervenir sur le terrorisme, les causes, la manière de le combattre. Immédiatement après, il y a eu une résolution qui est célèbre au Conseil de sécurité, la résolution 1373 sur le terrorisme, qui impose des sanctions au groupe Al-Qaïda, etc. Bouteflika était le premier à envoyer un message et même à se rendre aux États-Unis pour exprimer les condoléances, etc. À partir de ce moment-là, une relation s'est développée avec l'Algérie sur la base des priorités américaines. Après le 11 septembre, il y a eu une sympathie beaucoup plus grande au sein de l'administration Bush à l'égard de l'Algérie. Concrètement, cela a signifié une coopération accrue entre les services de renseignement. Le gouvernement américain a d'ailleurs installé un bureau du FBI à l'ambassade américaine. On a eu la première délégation du département d'État et du Pentagone qui s'est rendue en Algérie pour avoir une discussion approfondie avec le ministère algérien des Affaires étrangères et les autres bureaux. Le dialogue avec les services algériens sur les questions liées au terrorisme a été bien meilleur qu'auparavant. Quand le regard des États-Unis change sur vous, le regard de l'Occident, du reste suit. Beaucoup de pays nous l'ont dit, à titre officiel, qu'ils
regrettait de n'avoir pas compris à temps ce phénomène du terrorisme international et son déplacement de l'Afghanistan, Moyen-Orient, Maghreb, Sahel. La lutte contre le terrorisme sert de prétexte pour l'invasion de l'Irak. Qu'importe que Bagdad n'ait aucun lien avec Al-Qaïda, les États-Unis accusent l'Irak d'être une menace d'autant plus grande qu'il posséderait des armes de destruction massive. Colin Powell est venu exposer des photos prises de labos mobiles, etc. Et Colin Powell était tout à fait convaincu par les éléments de preuve qu'il avançait. Moi, je vois des photos, je ne sais pas à quoi ça rime, d'où elles viennent. Je n'ai aucune idée, aucune possibilité de vérifier l'authenticité de ces images que vous nous présentez. Et Colin Powell, jusqu'à ce jour, considère que sa plus mauvaise expérience publique, ça a été ce passage au Conseil de sécurité dans lequel il a raconté des bobards à la communauté internationale. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Les capitales arabes n'ont guère réagi à l'invasion de l'Irak, et le président Bouteflika s'en tient à une prudente opposition de principe. Nous sommes entrés au Conseil de sécurité juste après l'occupation de l'Irak, et l'Algérie donc avait la très lourde responsabilité de négocier de transfert de souveraineté au peuple irakien. Donc c'était une négociation extrêmement ardue, extrêmement compliquée, parce que les Américains ne voulaient pas lâcher, et il fallait donc obtenir chaque fois, essayer d'avoir des concessions de leur part. Donc l'Irak était très certainement, et restait pendant les 2 ans que j'étais au Conseil de sécurité, un sujet extrêmement brûlant sur lequel la diplomatie algérienne, le président de la République, avait un regard permanent. Quand j'étais ambassadeur, le gouvernement algérien me demandait souvent s'il ne pourrait pas obtenir une invitation pour une visite d'État du président Bouteflika à Washington. Je leur répondais que cela pourrait poser des problèmes à Washington si, par exemple, le président faisait une déclaration sur l'Irak et qu'ensuite, le président Bouteflika se tenait à ses côtés lors de la conférence de presse et exprimait son profond désaccord. J'expliquais que ce genre de situation serait une source d'embarras pour les Américains et qu'ils risquaient donc d'être réticents à inviter le président Bouteflika. Je pense que d'une certaine façon, le pouvoir algérien voulait une relation privilégiée avec les États-Unis, en dépit de l'Irak. Acclamé par les Algériens, c'est la France de Jacques Chirac qui se fait le porte-voix de l'opposition à la guerre et de la colère de la rue arabe. Chirac avait pris position contre la guerre en Irak, tandis que leur président s'était tu. Et ça, c'est terrible. Et j'ai fait une lettre ouverte en raison de ce silence à Bouteflika pour lui dire on ne sera jamais respecté par les États-Unis, ni par Israël, ni par personne d'autre tant que nous ne respecterons pas nous-mêmes. Et nous ne respecterons pas nous-mêmes tant que, en tant que pouvoir, nous n'irons pas chercher notre protection en tant que pouvoir auprès du peuple algérien. La guerre en Irak fait flamber les cours du pétrole. L'argent rentre à flot dans les caisses de l'État. L'Algérie n'est plus ce pays qui fait appel au FMI pour échapper à la banqueroute. C'est désormais un marché qui attire des légions d'entreprises chinoises, turques, indiennes, russes et européennes. L'Algérie avait de l'argent à cause du prix du pétrole. Et elle est redevenue plus intéressante pour l'économie en général et pour les investissements à cause des liquidités dont elle disposait. Tous les ambassadeurs allemands qui se sont rendus en Algérie sont passés dans mon bureau pour un briefing avant de commencer.
Quand je les ai revus un an plus tard, on était dans les années 2000. Ils étaient tous incroyablement optimistes. Ils disaient « ce pays va se démocratiser, il y aura des réformes, l'économie va s'ouvrir, tout va changer ». Mais 2 ou 3 ans après, ils étaient relativement désillusionnés et pessimistes. On s'est dit au début des années, à la fin des années 90, début des années 2000, que le pays allait s'ouvrir au monde, qu'on allait pouvoir échanger, avoir des investisseurs étrangers avec nous qui vont nous accompagner par du savoir-faire. On sortait quand même de 10 années de déconnexion totale avec l'économie mondiale. Bon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Tant que le pétrole avait une certaine densité géostratégique, nous avions suffisamment d'argent pour faire les réformes nécessaires pour construire une société qui fabrique elle-même ses richesses. C'est ça, le crime qui a été commis contre l'Algérie. Ce système économique est un système totalement obsolète, puisque le pays n'est pas à proprement parler une économie de production diversifiée. C'est une économie qui exporte des hydrocarbures et qui redistribue des revenus. Et ces revenus étant dépensés la plupart du temps par un flux d'importation très important. L'autre phase du problème, c'est quelle est la santé du pouvoir politique? Où va cet argent qui est donné par le pétrole? Moi, je vous donne un exemple. Boumediene a eu 25 milliards de dollars de revenus. Pendant tout son gouvernement, il a eu 25 milliards de dollars de revenus. Bouteflika en a eu 1000. S'extasier ou s'étonner des investissements de Bouteflika, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il était plutôt dans un investissement personnel. Il était là. Il a abouti à son projet de devenir président de la République. Il a pris tous les leviers de pouvoir, il les a concentrés entre ses mains. Et il n'a plus besoin de l'économique, mais il avait besoin simplement dans son entourage direct de gens qui allaient capter la rente financière qui lui servait pour payer X, Y ou stabiliser telle ou telle région. Ça me donnait le sentiment d'être dans une économie un peu médiévale, dans laquelle les seigneurs avaient droit à tout, de violer toutes les règles de la société. Les lois se faisaient en fonction des besoins de chacun, des groupes de pression et de lobbies, et l'argent public n'était pas contrôlé. C'est le grand problème. Ça renvoie à l'opacité dans la prise de décision, ça renvoie à la cooptation, ça renvoie à la gestion et à la distribution de la rente, ça renvoie, n'ayons pas peur de le dire, pendant une certaine période à la corruption et au passe-droit, et la montée en puissance d'un certain nombre d'oligarques qui très clairement ont privatisé l'État. Le problème, c'est que tout le monde considère l'Algérie comme un marché, et personne ou très peu de monde considère l'Algérie comme un lieu d'implantation. Et une grosse partie de notre retard économique et une grosse partie de nos soucis économiques proviennent de là. Alors maintenant, le débat, ce n'est pas qui est responsable du manque d'investissement, c'est aussi les lois algériennes qui changent beaucoup. L'instabilité juridique en Algérie est extrêmement importante. La bureaucratie, la corruption ont fait que les étrangers n'investissent pas beaucoup en Algérie. Ça aussi, c'est une réalité. L'investisseur pense d'abord, bien sûr, au marché, aux ressources, mais aussi à la sécurité, à l'avenir, à la visibilité. Donc nous ne sommes pas encore dans un État qui est visible, donc crédible, à cause de notre difficulté à rentrer dans l'État de droit. Dans un contexte d'aisance financière, pour pérenniser son pouvoir, le président fait amender la Constitution qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels. La voie pour une présidence à vie s'ouvre à lui dans le silence de la communauté internationale. Je ne peux pas répondre au nom de l'armée, entendons-nous bien. Mais personnellement, je peux répondre personnellement, à l'époque, on avait condamné cette attitude et la preuve en est, c'est qu'il n'a pas osé organiser un référendum pour le changement de la Constitution. Il a transféré le document à l'Assemblée nationale, qu'il avait augmenté la veille, je crois qu'il avait fait monter la paye des députés à 40 millions par mois pour qu'il accepte, si vous voulez, qu'il traficote la Constitution.
Bouteflika nous a réconciliés avec la présidence à vie. Il avait choisi d'être Mugabe au lieu de choisir la voie de Mandela. Donc, pour voir le choix du président de la République aller contre le courant de l'histoire. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi. Le mur de la peur tombe dans de nombreux pays arabes. D'abord en Tunisie, puis en Égypte, dans le Golfe, en Syrie, au Maroc et en Libye. Les manifestants défient la répression des forces de l'ordre et réclament un changement de régime et le droit à la dignité. L'ère du temps est à la révolte et aux espérances démocratiques. Depuis les indépendances, tous les pays arabes vivaient sous le même système politique, basé sur la personnalité d'un chef, sur son pouvoir politique exercé à travers les médias, à travers les services secrets, à travers la corruption. Et le pouvoir étant considéré quasiment comme un butin de guerre. C'était ça le modèle. Et donc je me suis dit, ça va exploser partout, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez avoir des explosions partout. L'État qui avait d'argent a ouvert la bourse, ils ont commencé à augmenter les salaires. Ça nous avait épaté à l'époque, des augmentations de 115, de 200%. Ils ont payé pour avoir la paix sociale. Le régime a eu peur. Il a eu peur quand on voit ce qui est arrivé à Kadhafi ou la fuite du Tunisien. Le régime a eu peur. Il fallait rassurer les Algériens. J'ai tout fait pour les rassurer. J'ai reçu le président Bouteflika. Je n'ai pas eu l'impression qu'il comprenait que quelque chose était en train de changer fondamentalement. Et que le rôle des grands hommes d'État, c'est d'accompagner ces événements, de surfer sur la vague, et non pas de s'opposer à la vague. Beaucoup de nos hommes politiques, d'abord, ne voient pas la vague. Et quand la vague, elle est là, au lieu d'essayer de la chevaucher pour qu'elle les amène aussi loin, de l'accompagner, d'accompagner cette vague, ils s'y opposent. En réalité, tous les dirigeants de nos pays peuvent diriger le travail qui consiste à introduire ces changements. Mais s'ils ne le font pas, ça se fera à leur détriment. On n'a jamais accepté ce concept de printemps arabe, et on s'est caché derrière cet argument comme quoi nous ne sommes pas concernés. Il y avait, je crois, une spécificité algérienne sur laquelle eux-mêmes insistent ou insistaient en disant nous, Algériens, nous avons fait notre printemps arabe en 1988 et nous avons connu une période de liberté démocratique. Donc, ce sont les autres pays, dans le fond, qui nous suivent à 10 ans, à 15 ans de distance. Le président de la République a fait un discours ascétif et il a dit qu'il faut maintenant transmettre le pouvoir aux jeunes. Puis les choses se sont terminées, ça a duré 3 mois. Et il a fait quelques concessions de forme. Le président a annoncé son départ, mais en réalité, il n'est jamais parti. Quand je viens en Algérie comme président de la République en 2012, le président Bouteflika n'est pas en santé excellente, mais en pleine capacité d'exercer sa fonction. De l'extérieur, on veut toujours la stabilité d'un système. C'est toujours préférable. On se dit, on les connaît, donc on pourra poursuivre les relations. Et quand on sait ce qu'a été la crise terroriste vis-à-vis de l'Algérie, on ne peut pas prôner des solutions d'aventure. J'ai été toujours très attentif à ce que les autorités algériennes pouvaient me dire sur ce qui se passait en Tunisie, ce qui se passait en Libye, ce qui pouvait se passer en Égypte, au temps où les frères musulmans, Morsi, étaient au pouvoir. Ça nous donnait aussi un certain nombre d'informations. Ça permettait de corriger quelques appréciations. François Hollande a apporté plus de soutien à la révolution tunisienne qu'aucun président français, certainement pas Sarkozy à l'époque. Donc il est venu plusieurs fois.
J'ai longuement discuté avec lui pour essayer de le convaincre d'une chose, de dire que ces islamistes-là que vous craignez, c'est nous qui les avons amenés au champ de la démocratie. Nous ne sommes pas allés dans le champ de l'islamisme. Et le problème était le même en Algérie et au Maroc. Et ces révolutions démocratiques vont absorber une composante qui s'appelle la composante islamiste. Et il n'y a pas de crainte. Je ne sais pas s'il m'a cru ou s'il m'a pris pour un naïf. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on n'avait pas fait ça, ben on serait retombé encore une fois dans la guerre civile ad vitam aeternam. Le président Obama s'est vu un peu comme celui qui allait essayer de réconcilier les États-Unis avec le monde musulman. Et surtout lorsque certains dirigeants islamistes viennent au pouvoir après 2011 en Égypte, en Tunisie, je pense qu'il se dit, nous devons essayer d'ouvrir un chapitre avec un dialogue avec les islamistes. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. Ce rapport entre États-Unis et islamistes est empreint de toutes ces choses, comme je l'ai dit, d'une fascination, d'un sentiment de rejet, sentiment de crainte et de frayeur né du 11 septembre, et en même temps parfois de ce sentiment pragmatique. Eh bien, s'il y a des démocraties, s'il y a des élections démocratiques et que les islamistes l'emportent, comment est-ce qu'on peut ne pas traiter avec eux? Et tout cela est mélangé, ça donne des résultats un peu contradictoires. Mais la première expérience, c'est avec l'Algérie. Les Américains se sont mis à se demander si finalement le printemps arabe n'était pas lourd de conséquences pour la stabilité du monde arabe qui était en train de voler en éclats et pour la pérennité de leurs intérêts. En Libye, l'élan révolutionnaire cède la place à la guerre civile. Très vite, les puissances occidentales s'ingèrent dans le conflit et décident, au-delà de leur mandat, de faire tomber le régime. Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot? C'est nous qui allons t'attaquer. Viens et essaye de nous attaquer. Monsieur Kadhafi, il a en main sa situation personnelle. Il part et il évite bien des souffrances au peuple libyen. Il s'entête et lui-même en paiera les conséquences. L'Algérie, officiellement, diplomatiquement, avait réagi aux agissements du président français. Il ne faut pas oublier que le mandat de l'ONU n'a pas donné les pouvoirs à ces pays pour liquider un président d'un pays. On nous a menti. On nous a dit qu'on ne voulait pas intervenir pour changer le régime, et ce n'est pas ce qui s'est passé. On a tout fait pour changer le régime. On a changé le régime, de l'extérieur. Il y avait une réunion que le président Sarkozy avait tenue à Paris. Les Africains lui ont dit, si vous voulez la retarder d'un jour ou deux, parce que nous avons 5 chefs d'État qui vont aller à Tripoli voir Kadhafi. Les Européens, la France, ont refusé. Moi, je pense que les Africains auraient pu convaincre Kadhafi de s'en aller. L'intervention de l'OTAN mène à la mort de Muammar Kadhafi et à l'implosion de la Libye. Dans le Sahel, aux portes de l'Algérie, les armes provenant des anciens stocks du régime libyen tombent entre les mains de multiples groupes qui sévissent aux frontières du djihadisme et de la contrebande. Lorsqu'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, est venu à Alger, il a été reçu par le président Bouteflika qui avait dit à Alain Juppé « Vous allez déstabiliser toute la région, y compris l'Algérie, et le Sahel, les pays du Sahel, parce que les groupes terroristes passeront de Libye au Sahel. » Je pense que là, la responsabilité, elle est grande des pays occidentaux. C'est que, après la chute de Kadhafi, il fallait être beaucoup plus présent pour aider le gouvernement de transition à assurer la paix et la stabilité. Et on l'a payé très cher. La situation se détériore rapidement au Mali et au Niger. En Algérie s'installe la sensation oppressante d'un encerclement. De multiples foyers d'instabilité deviennent autant de menaces potentielles. Après, je viens en 2012 avec une préoccupation
politique qui est le Mali et la lutte contre le terrorisme. Et là, j'ai trouvé une écoute. En disant nous sommes conscients que ce qui se passe en ce moment au Mali peut avoir des conséquences pour toute la région et bien sûr pour l'Algérie. C'est ce qui a permis quand même le fait que l'Algérie nous a autorisé les avions français à survoler l'Algérie et à pouvoir intervenir. Ce qui n'était quand même pas facile pour l'Algérie, compte tenu de l'histoire. La réponse n'a pas marché. Sur la question des groupes djihadistes au Mali, que ce soit les Français, que ce soit les pays africains eux-mêmes, plus on a injecté de forces sécuritaires pour lutter contre le terrorisme, plus le nombre d'incidents terroristes s'est accru. La courbe elle est spectaculaire lorsqu'on regarde ces deux courbes qui croissent en même temps. Et là, nous avons suggéré à maintes reprises que l'Algérie pourrait jouer, avec son expérience, un rôle pour essayer de suggérer des pistes de résolution avec une diplomatie forte, si elle en avait aujourd'hui la capacité, l'intérêt, les ressources. Avec une diplomatie forte, elle pourrait jouer un rôle plus important. La place qui nous est due, nous l'avons perdue. Voilà. Elle est petite, mais avant, nous la remplissions vraiment. Maintenant, nous l'avons perdue, aux yeux aussi bien de nos frères africains que de nos frères maghrébins ou de nos amis européens. Depuis 2013, le chef d'État algérien ne s'exprime plus en public. Gravement malade, il est souvent hospitalisé en France et en Suisse. Sa longue maladie éloigne l'Algérie à nouveau de la scène internationale. C'était de la gestion des affaires courantes, si vous voulez. Et puis, il y a eu une évolution importante dans la diplomatie moderne, c'est que c'est devenu une diplomatie des chefs d'État. Et je me souviens combien de fois nous avons été humiliés de voir la porte de la salle où se réunissent les présidents se fermer sur nous, parce qu'il n'y avait pas de président algérien. Malgré la vacance du pouvoir, l'armée algérienne continue de sécuriser les frontières du pays. L'Algérie, passage obligé pour des milliers de migrants subsahariens, est le garde-frontière de l'Europe. Elle bloque ces damnés de la terre qui rêvent du vieux continent et les reconduit sans ménagement aux confins du désert. Les Occidentaux ont besoin, de l'autre côté de la Méditerranée, de régimes dictatoriaux qui sont là, encore une fois, pour être les sous-traitants contre la guerre contre le terrorisme et l'immigration, et avec lesquels ils font des contrats. C'est malheureux à dire, mais ça a été ma grande découverte. Parce que quand je suis arrivé aux affaires, je m'attendais à ce qu'effectivement, il y ait une aide massive à la Tunisie sur le plan économique, etc. Rien. Au cours des 2 dernières années, l'Algérie a été le principal client pour les exportations allemandes de matériel militaire. Parmi les éléments qui entrent en jeu, il y a certainement le fait de vouloir bien équiper l'armée algérienne pour qu'ils puissent vraiment surveiller les frontières, que ce soit par rapport à la Tunisie, à la question du terrorisme ou à celle du contrôle de mouvements migratoires. Et évidemment, on ne peut pas nier que c'est commode pour l'Allemagne et pour l'ensemble des pays européens que l'Algérie sécurise ses frontières et que l'Union européenne n'ait pas à intervenir là-bas. Les Européens ne sont pas intéressés par la démocratie en Algérie, processus démocratique. Pour eux, c'est la stabilité, y compris les Américains. Puisque c'est stable, gardons les choses en l'état. Début 2019, les Algériens apprennent que leur président, malade et invisible, brigue un 5e mandat. C'est l'humiliation de trop, pour un peuple blessé dans sa fierté, de se voir ainsi représenté aux yeux du monde. C'est cette image que Bouteflika a renvoyée de lui-même et de l'Algérie, et qui a été considérée par les Algériens comme une agression, une atteinte à leur dignité. Ça a été le moment de rupture entre Bouteflika et son peuple. La jeunesse algérienne s'empare de la rue pour réclamer pacifiquement un changement radical du système politique. Un mouvement populaire qui force l'admiration du monde. Maître du temps, le Hirak réinvente tous les possibles.
Beaucoup de gens, comme moi, pensaient que les jeunes Algériens étaient apolitiques, qui ne s'intéressaient pas à la chose politique. Et ce qu'a révélé le Hirak, c'est que les jeunes Algériens sont extrêmement politisés. Ils sont beaucoup plus politisés que nous l'étions à leur âge. Ça ne peut changer que par les jeunes en Algérie. Ça ne peut changer, ça ne peut être porté que par les jeunes qui sont nés dans un environnement différent, qui regardent le monde avec une autre perspective, qui sont plus mondialisés, qui ont un rapport avec le temps réel et qui ne comparent pas l'Algérie d'aujourd'hui à celle des années 60, mais qui comparent l'Algérie au reste du monde. Pendant 15 siècles, nous avons été des peuples de sujets. Nous étions les sujets de l'État, nous étions les sujets du prince. Et aujourd'hui, le Hirak, c'est ça le phénomène fondamental. Le Hirak, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Algérie, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est la naissance du peuple de citoyens. روحوا يعطونا يتبعوا، الشعب هو اللي يحكم، والعصابات اللي راهي طمعوا، غير يقولوا لها راهي تحلم، خبروها باش تكون سامعه، الشعب توعى وتنظم وما يطيح حتى دمعه، ومن المحال نزيد نظلم، نزيدوا تشوفونا كل يوم وكي نحبوا وكل جمعه كي تروحوا انتوما لبلاد سكم.